Chant 13. Argument. Sorti du château de Quitandre. Combat de la pucelle de Jean Chandos. Étrange loi du combat à laquelle la pucelle est soumise. Vision du père Bonifou. Miracle qui sauve l'honneur de Jeanne. C'était le temps de la saison brillante, quand le soleil aux bornes de son cours prend sur les nuits pour ajouter au jour, et se plaisant dans sa démarche lente à contempler nos fortunés climats, vers le tropique arrête encore ses pas. Ô grand Saint-Jean, c'était alors ta fête. Premier des gens, orateur des déserts, toi qui criais jadis à pleine tête, que du salut les chemins soient ouverts. Grand précurseur, je t'aime, je te sers. Un autre Jean eut la bonne fortune de voyager au pays de la lune avec Astolphe et rendit la raison, si l'on en croit un auteur véridique, au paladin amoureux d'Angélique. Rends-moi la mienne, ô Jean, second du nom. Tu protégeas ce chantre aimable et rare, qui réjouit les seigneurs de Ferrare, par le tissu de ses contes plaisants. Tu pardonnas aux vives apostrophes qu'il t'adressa dans ses comiques strophes, étends sur moi tes secours bienfaisants. J'en ai besoin, car tu sais que les gens sont bien plus sots et bien moins indulgents qu'on ne l'était au siècle du génie, quand l'Arioste illustrait l'Italie. Protège-moi contre ces durs esprits, frondeurs pesants de mes légers écrits. Si quelquefois l'innocent badinage vient en riant égayer mon ouvrage, quand il le faut, je suis très sérieux, mais je voudrais n'être point ennuyeux. Conduis ma plume, et surtout daigne faire mes compliments à Denis, ton confrère. En accourant, la fière Jeanne d'Arc d'une lucarne aperçut dans le parc, sans palefroid, une brillante troupe de chevaliers portant dames en croupe et d'écuyers qui tenaient dans leurs mains tout l'attirail des combats inhumains. Sans bouclier ou des nuits la courrière réfléchissait sa tremblante lumière. Sans casque d'or de grès ombragé et les longs bois d'un fer pointu chargé, et des rubans dont les touffes dorées pendaient au bout des lances acérées. Voyant cela, Jeanne crut fermement que les Anglais avaient surpris Cutandre, mais Jeanne d'Arc se trompa lourdement. En fait de guerre, on peut bien se méprendre, ainsi qu'ailleurs, mal voir et mal entendre. De l'héroïne était souvent le cas, et Saint-Denis ne l'en corrigea pas. Ce n'étaient point des enfants d'Angleterre qui, de Cutandre, avaient surpris la terre. C'est ce Dunois de Milan revenu, ce grand Dunois Jeanne si connu. C'est la Trimouille avec sa Dorothée. Elle était d'aise et d'amour transportée. Elle en avait sujet assurément. Elle voyage avec son cher amant. Ce cher amant, ce tendre la Trimouille, que l'honneur guide et que l'amour chatouille. Elle le suit toujours avec honneur et ne craint plus monsieur l'inquisiteur. En nombre pair, cette troupe dorée dans le château la nuit était entrée. Jeanne y vola. Le bon roi qui la vit crut qu'elle allait combattre et la suivit. Et dans l'erreur qui trompait son courage, il laisse encore Agnès avec son page. Ô page heureux, et plus heureux 100 fois que le plus grand, le plus chrétien des rois,
que de bon cœur alors tu rendis grâce au Benoît saint dont tu tenais la place. Il te fallut rhabiller promptement. Tu rajustas ta trousse diaprée. Agnès t'aidait d'une main timorée, qui s'égarait et se trompait souvent. Que de baiser sur sa bouche de rose, elle reçut en rhabillant mon rose. Que son bel œil, le voyant rajusté, semblait encore chercher la volupté. Mon rose au parc descendit sans rien dire. Le confesseur tout saintement soupire, voyant passer ce beau jeune garçon qui lui donnait de la distraction. La douce Agnès composa son visage, ses yeux, son air, son maintien, son langage. Auprès du roi Bonifou se rendit, le consola, le rassura, lui dit que dans la niche un envoyé céleste était d'en haut venu pour annoncer que des Anglais la puissance funeste touchait au terme et que tout doit passer, que le roi Charles obtiendrait la victoire. Charles le crut, car il aimait à croire. La fière Jeanne appuya ce discours. Du ciel, dit-elle, acceptons le secours. Venez, grand prince, et rejoignons l'armée. De votre absence a bon droit à l'armée. Sans balancer, la trimouille du noix, que cet avis furent à haute voix. Par ce héros, la belle Dorothée, honnêtement roi fut présenté. Agnès la baise et le noble escadron sortit enfin du logis du baron. Le juste ciel aime souvent rire des passions du sublunaire empire. Il regardait cheminer dans les champs cet escadron de héros et d'amants. Le roi de France allait près de sa belle, qui, s'efforçant d'être toujours fidèle, sur son cheval la main lui présentait, serrait la sienne, exhalait sa tendresse, et cependant, au comble de faiblesse, de temps en temps, le beau page lorgnait. Le confesseur psalmodie en suivait. Des voyageurs récitaient la prière, s'interrompaient en voyant tant d'attrait, et regardaient avec des yeux distraits le roi, le page, Agnès et son bréviaire. Tout brillant d'or et le cœur plein d'amour, sur la trimouille, ornement de la cour, caracolait auprès de Dorothée, ivre de joie et d'amour transporté, qui le nommait son cher libérateur, son cher amant, l'idole de son cœur. Il lui disait « Je veux, après la guerre, vivre à mon aise avec vous dans ma terre, ô cher objet dont je suis toujours fou. Quand serons-nous tous les deux en Poitou? » Jeanne auprès d'eux, ce fier soutien du trône, portant corset et jupon d'Amazone, le chef orné d'un petit chapeau vert, enrichi d'or et de plumes couverts, sur son fier âne étalait ses gros charmes, parlait au roi, courait, allait le pas, se rengorgeait et soupirait tout bas, pour le Dunois compagnon de ses armes, car elle avait toujours le cœur ému, se souvenant de l'avoir vu tout nu. Bonneau, portant barbe de patriarche, suant, soufflant, Bonneau fermait la marche. Ô d'un grand roi serviteur précieux, il pense tout, il a soin de conduire 2 gros mulets tout chargés de vin vieux, longs saucissons, pâtés délicieux, jambon, poulet, ou cuit ou prêt à cuire. On avançait, alors que Jean Chandos, cherchant partout son Agnès et son page, au coin d'un bois, près d'un certain passage, le fer en main rencontra nos héros. Chandos avait une suite assez belle, de fiers bretons, parés en ombracelle, qui suit les pas du monarque amoureux. Mais elle était d'espèce différente,
On n'y voyait ni tétons, ni beaux yeux. Oh, dit-il d'une voix menaçante, galant français, objet de mon courroux, vous aurez donc 3 filles avec vous. Et moi, Chandos, je n'en aurai pas une. Ça, combattons, je veux que la fortune décide ici qui sait le mieux de nous, mettre à plaisir ses ennemis dessous, frapper des stocks et pointer de sa lance. Que de vous tous le plus ferme s'avance, qu'on entre en lice, et celui qui vaincra, l'une des 3 à son aise tiendra. Le roi, piqué de cette offre cynique, veut l'en punir, s'avance, prend sa pique. Dunois lui dit « Ah, laissez-moi, Seigneur, venger mon prince et des dames l'honneur. » Il dit et court, la trémouille l'arrête, chacun prétend l'honneur de la fête. L'ami Bonneau, toujours de bon accord, leur proposa de s'en remettre au sort, car c'est ainsi que les guerriers antiques en ont usé dans les temps héroïques. Même aujourd'hui, dans quelques républiques, plus d'un emploi, plus d'un rang glorieux, se tire au dé, et tout en va bien mieux. Si j'osais même en cette noble histoire citer des gens que tout mortel doit croire, je vous dirais que Monsieur Saint-Mathias obtint ainsi la place de Judas. Le gros Bonneau tient le cornet, soupire, craint pour son roi, prend les dés, roule, tire. Denis, du haut du céleste rempart, ouïe le tout d'un paternel regard, et contemplant la pucelle et son âne, il conduisait ce qu'on nomme hasard. Il fut heureux. Le sort échut à Jeanne. Jeanne, c'était pour vous faire oublier l'infâme jeu de ce grand cordelier qui ici devant avait raflé vos charmes. Jeanne, à l'instant, court au roi, court aux armes, modestement va derrière un buisson, se délasser, détacher son jupon et revêtir son armure sacrée qu'un écuyer tient déjà préparée. Puis sur son âne elle monte en courroux, branlant sa lance et serrant les genoux. Elle invoqua les 11 000 belles, du pucelage héroïne fidèle. Pour Jean Chandos, cet indigne chrétien, dans les combats n'invoquait jamais rien. Jean contre Jeanne avec fureur avance, des 2 côtés égale la vaillance. Âne et cheval, bardés, coiffés de fer, sous l'éperon partent comme un éclair, vont se heurter, de leur tête dure, front contre front fracasse leur armure. La flamme en sort, et le sang du coursier teint les éclats du voltigeant acier. Du choc affreux les échos retentissent, les 2 coursiers les 8 pieds rejaillissent, et les guerriers, du coup désarçonnés, tombent chacun sur la croupe étonnée. Ainsi qu'on voit 2 boules suspendues, au bout égaux de 2 cordes tendues, dans une courbe au même instant partir, hâter leur cours, se heurter, s'aplatir, et remonter sous le choc qui les presse, multipliant leur poids par leur vitesse. Chaque partie crut mort les 2 coursiers, et tressaillit pour les 2 chevaliers. Hors des Français, la championne Auguste n'avait la chair si ferme, si robuste, les os si durs, les membres si dispos, si musculeux que le fier Jean Chandos. Son équilibre ayant, dans ses tricks, abandonné sa ligne et son point fixe, son quadrupède un haut le corps lui fit, qui, dans le pré, Jeanne d'Arc étendit, sur son beau dos, sur sa cuisse gentille, et comme il faut que tombe toute fille. Chandos pensait qu'en ce grand désarroi, il avait mis au Dunois ou le roi. Il veut soudain contempler sa conquête. Le casse-côté, Chandos voit une tête où languissaient 2 grands yeux noirs et longs.
À la cuirasse, il défait les cordons. Il voit, au ciel, au plaisir, aux merveilles, deux gros tétons de figures pareilles, unis, polis, séparés, demi-ronds, et surmontés de deux petits boutons, qu'en sa naissance à la rose merveille. On tient qu'alors, en élevant la voix, il bénit Dieu pour la première fois. Elle est à moi, la pucelle de France, s'écria-t-il, contentons ma vengeance. J'ai, grâce au ciel, doublement mérité de mettre à bas cette fière beauté. Que Saint-Denis me regarde et m'accuse, Mars et l'amour sont mes droits, et j'en use. Son écuyer disait, poussez, milord, du trône anglais affermissez le sort. Frère lourdi en vain nous décourage. Il jure en vain que ce saint pucelage est des Troyens le grand palladium, le bouclier sacré du Latium. De la victoire il est, dit-il, le gage, c'est l'oriflamme. Il faut vous en saisir. Oui, dit Chandos, et j'aurai pour partage les plus grands biens, la gloire et le plaisir. Jeanne Pamet écoutait ce langage avec horreur et faisait 1000 vœux à Saint-Denis, ne pouvant faire mieux. Le grand Dunois, d'un courage héroïque, veut empêcher le triomphe impudique. Mais comment faire? Il faut, dans tout état, qu'on se soumette à la loi du combat. Les fers en l'air et la tête penchée, l'oreille basse et du choc écorché, languissamment le céleste baudet, d'un œil confus Jean Chandos regardait. Il nourrissait de longtemps dans son âme, pour la pucelle une discrète flamme, des sentiments nobles et délicats, très peu connus des hommes d'ici-bas. Le confesseur du bon monarque Charles tremble en sa chair alors que Chandos parle. Il craint surtout que son cher pénitent, pour soutenir la gloire de la France, qu'on avilit avec tant d'impudence, à son Agnès n'en veuille faire autant, et que la chose encore soit imitée par la Trémoille et par sa Dorothée. Au pied d'un chêne, il entre en oraison, et fait tout bas sa méditation sur les effets, la cause, la nature du doux péché qu'aucun homme luxure. En méditant avec attention, le Benoît moine est une vision assez semblable au prophétique songe de ce Jacob heureux par un mensonge. Pâte pelue dont l'esprit lucratif avait vendu ses lentilles en juif. Ce vieux Jacob, ô sublime mystère, de vers l'Euphrate une nuit aperçut 1000 béliers qui grimpèrent en rute sur des brebis qui les laissèrent faire. Le moine vit de plus plaisants objets. Il vit courir à la même aventure tous les héros de la race future. Il observait les différents attraits, ces beautés qui, dans leur douce guerre, donnent des fers aux maîtres de la terre. Chacune était auprès de son héros. Il enchaînait des chaînes de Paphos. Tel, au retour de Flore et de Zéphyr, quand le printemps reprend son doux empire, tous ces oiseaux, peints de 1000 couleurs, par leur amour agitent les feuillages. Les papillons se baisent sur les fleurs, et les lions courent sous les ombrages, à leur moitié qui ne sont plus sauvages. C'est là qu'il vit le beau François Ier. Ce brave roi, ce loyal chevalier, avait étant peureusement oublié les autres fers qu'il reçut à Pavie. Là, Charles Quint joint le myrte au laurier, serre à la fois la flamande et la mort. Quel roi au ciel! L'un à ce beau métier gagne la goutte, et l'autre pis encore. Près de Diane on voit danser Lyrie, au mouvement que l'amour lui fait faire, quand dans ses bras tendrement elle serre, en se pâmant, le second des Henri. De Charles IX, le successeur volage, qui en riant se clorise pour un page.
sans s'alarmer des troubles de Paris. Mais quel combat le Jacobin vit rendre par Borgia le 6e Alexandre. En 100 tableaux il est représenté, la sentière et d'amour transporté, tournant le dos, troussant sa soutanelle, avec Vanoise il se fait sa femelle. Un peu plus bas on voit sa sainteté, qui s'attendrit pour Lucrèce sa fille, et Léon X, au sublime Paul III. Ce beau jeu vous passiez tous les trois, mais vous cédez à mon grand Béarnois, à ce vainqueur de la Ligue rebelle, à mon héros plus connu 1000 fois, par les plaisirs que goûta Gabriel, que par 20 ans de travaux et d'exploits. Bientôt on voit le plus beau des spectacles, ce siècle heureux, ce siècle des miracles, ce grand Louis, cette superbe cour, où tous les arts sont instruits par l'amour. L'amour bâtit le superbe Versailles, l'amour aux yeux des peuples éblouis, d'un lit de fleurs fait un trône à louer. Malgré les cris du fier dieu des batailles, l'amour amène au plus beau des humains que cette cour les rivales charmantes, tout en feu, tout impatiente, de Mazarin la nièce aux yeux divins, la généreuse et tendre Lavalière, la Montespan plus ardente et plus fière. L'une se livre au moment de jouir, et l'autre attend le moment du plaisir. Voici le temps de l'aimable régence, temps fortuné, marqué par la licence, où la folie, agitant son grelot, d'un pied léger parcourt toute la France, où nul mortel ne daigne être dévot, où l'on fait tout excepté pénitence. Le bon régent de son palais royal, des voluptés donne à tous le signal. Vous répondez à ce signal aimable, jeune Daphné, bel astre de la cour. Vous répondez du sein du Luxembourg, vous que Bacchus est le dieu de la table, mène au lit, escorté par l'amour. Mais je m'arrête, et de ce dernier âge, je n'ose envers tracer la vive image, trop de péril suit ce charme flatteur. Le temps présent est l'arche du Seigneur, qui la touchait d'une main trop hardie, puni du ciel, tombé en léthargie. Je m'étairai, mais si j'osais pourtant, ô des beautés aujourd'hui la plus belle, ô tendre objet, noble, simple, touchant, et plus qu'Agnès généreuse et fidèle, si j'osais mettre à vos genoux charnus ce grain d'encens que l'on doit à Vénus, si de l'amour je déployais les armes, si je chantais ce tendre et doux lien, si je disais, non, je ne dirais rien, je serais trop au-dessous de vos charmes. Dans son extase, enfin, le moine noir vit à plaisir ce que je n'ose voir. D'un œil avide et toujours très modeste, il contemplait le spectacle céleste de ses beautés, ses nobles amants, ses plaisirs défendus et charmants. Hélas, dit-il, si les grands de la terre font deux à deux cette éternelle guerre, si l'univers doit en passer par là, dois-je gémir que Jean Chandos se mette à deux genoux auprès de sa brunette? Du Seigneur Dieu la volonté soit faite. Amen. Amen. Il dit et se pâma, croyant jouir de tout ce qu'il voit là. Mais Saint-Denis était loin de permettre qu'aux yeux du ciel Jean Chandos à la mettre, et la pucelle et la France aux abois. Amis lecteurs, vous avez quelquefois, oui, compté qu'on nouait l'aiguillette. C'est une étrange et terrible recette, dont un saint ne doit jamais user, que quand d'une autre il ne peut s'aviser. D'un pauvre amant le feu se tourne en glace, vif et perclus, sans rien faire il se lasse. Dans ses efforts étonnés de languir, et consumé sur le bord du plaisir. Telle une fleur des feux du jour séchés, la tête basse et la tige penchée, demande en vain les humides vapeurs
qui lui rendait la vie et les couleurs. Voilà comment le bon Denis arrête le fier anglais dans ses droits de conquête. Jeanne, échappant à son vainqueur confus, reprend ses sens quand il les a perdus. Puis, de nouveau imposante et terrible, elle lui dit « Tu n'es pas invincible. Tu vois qu'ici, dans le plus grand combat, Dieu t'abandonne et ton cheval s'abat. Dans l'autre, un jour, je vengerai la France. Denis le veut et j'en ai l'assurance. Et je te donne, avec tes combattants, un rendez-vous sous les murs d'Orléans. » Le grand Chandos lui repartit. « Ma belle, vous m'y verrez, pucelle ou non pucelle. J'aurai pour moi Saint-Georges le Très-Fort, et je promets de réparer mon tort. »